Bonjour à toutes et à tous, merci à vous de nous suivre chaque matin dans Ensemble c'est mieux. Notre dossier du jour est consacré à la fin du plastique et vous l'aurez compris, c'est un horizon encore très lointain. Qu'à cela ne tienne, des Bretons et des Bretonnes se mobilisent sur la question, vous les entendrez dans quelques instants. Mais avant, on part retrouver Evan. Salut Evan, on est raccord ce matin, chemise à rayures. Et oui, salut Anne Fanter, ravi de vous retrouver ce matin, vous qui êtes derrière vos écrans. Je vous propose de découvrir l'envers du décor de la bonneterie Le Mineur à Guidel, à côté de Lorient. Ici, on fabrique des pulls à rayures, mais pas que, vous allez voir. Et surtout, on fabrique tout à la main, made in France, made in Bretagne. Bonjour Sylvain. Bonjour Evan, bienvenue. Merci beaucoup, vous êtes l'un des deux associés de la bonneterie Le Mineur. Ça fait combien de temps qu'on produit des vêtements ici à Guidel ? Alors, ici à Guidel, ça fait depuis les années 60, mais l'atelier remonte à 1922 à Lorient. Donc on a bientôt 100 ans, on fêtera nos 100 ans l'année prochaine. Vous les faites pas. Et merci, j'essaie de rester jeune. Donc ça fait 100 ans qu'on fabrique des produits en maille ici dans le bassin de Lorient. Et alors à quoi elle ressemblait la première pièce produite par Le Mineur ? Alors je suis justement devant. La première pièce produite par Le Mineur, c'est ça. C'est un pull marin en pure laine, vierge, avec un col qui monte haut. En maille assez resserrée, donc qui tient chaud et qui est quasiment imperméable. Et le but, c'était déjà d'être tendance et d'être à la mode à l'époque ? Alors non, à l'époque, le Mineur, notre atelier, c'est du vêtement de travail, c'est pour habiller les marins-pêcheurs, et c'est de là qu'on tire cette fabrication robuste, solide et durable. Alors presque 100 ans plus tard, la collection elle s'est étendue, on le voit bien derrière nous, et surtout elle s'est mise carrément au goût du jour. Vous nous avez préparé quelques modèles qui sont hyper tendance. Anne Fantet, tu vas voir, je suis sûr que tu vas vouloir te faire relooker par Le Mineur. Et vous aussi Evan. Et oui, moi aussi. Alors effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on garde notre histoire, donc c'est-à-dire qu'on continue à faire des pulls marins, mais vous voyez, on revisite un petit peu le style, avec un col qui est un petit peu moins haut, qui est remaillé, on parlera peut-être de remaillage après, avec un texte qui dit Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'était notamment une des destinations de nos premiers marins-pêcheurs, donc on raconte cette histoire. Il y a un autre t-shirt pour les fans de Guidel Plage. Alors ici, on est à Guidel. À Guidel, on aime le surf, puisque c'est un très gros spot de surf. Donc on a fait ce t-shirt d'inspiration surfwear, avec le nom de notre bled, Guidel Plage, et le numéro. Et il y a aussi des mini tenues pour les enfants, toutes mignonnes. Effectivement, un petit pull bâbord tribord. Ce petit pull, donc, qui est comme tous nos vêtements, tricoté entièrement ici, avec un thème marin. Vous avez vu, bâbord à gauche, tribord à droite, 20, et la collection enfant qui va arriver sur le site bientôt. C'est pratique pour s'en souvenir. Absolument. Alors, comme vous le disiez, tout est fait ici, même la fabrication des tissus, tout part d'un fil. Alors absolument. La particularité, c'est on parle beaucoup de Made in France, mais nous, on va jusqu'au bout du process. C'est-à-dire qu'on achète du fil et on transforme tout sur place. Donc on fabrique... Comme ici derrière nous d'ailleurs. Alors ça commence ici, effectivement. On fabrique notamment notre propre tissu. Donc quand on fait une marinière, on a d'abord tricoté le tissu. Et quand on fait un pull, on a acheté du fil qu'on a transformé ensuite de A à Z. Alors on ira vous montrer tout à l'heure comment est tricoté ce tissu par des machines incroyables qui datent des années 80, 60. Voilà. Alors, tous les vêtements que vous faites ici, les Japonais en raffolent. Expliquez-nous pourquoi. Alors, effectivement, les Japonais, ça fait 40 ans qu'ils sont devenus fans de la marque Le Mineur. Et donc, ils importent nos marinières au Japon. Si bien que pendant une période, on était davantage connus à Tokyo qu'à Lorient. Ah oui. Puisque le marché français s'était un petit peu étiolé. Donc, c'est le luxe total d'être habillé en Le Mineur effectivement, Japon. Ce qui est magique avec les Japonais, c'est qu'ils ont pris cette marinière traditionnelle entièrement fabriquée en Bretagne, et qu'ils en ont fait un produit de luxe. Donc quand vous allez au Japon, vous avez Le Mineur qui est distribué dans des très très belles boutiques, et c'est des produits vraiment de luxe pour eux, parce que ils savent reconnaître la valeur de ce travail manuel, artisanal qui est le nôtre. Bon, il n'y a pas que les Japonais qui savent le reconnaître, moi aussi, donc on va peut-être pouvoir me relooker pour tout à l'heure. Avec plaisir. Et puis comme promis, on vous emmènera dans quelques minutes découvrir comment sont tricotés justement tous ces beaux vêtements, et vous verrez l'envers du décor. Il y a plus d'une quinzaine de couturières qui travaillent juste à côté, on ira aussi vous les faire rencontrer. À tout à l'heure Anne Fantin. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Je vous le disais au début de l'émission, on évoque ce matin la problématique du plastique en France. Chacun de nous produit plus de 5 tonnes de déchets plastiques au cours de sa vie, et vous allez le voir que le plastique relâché dans l'environnement est une véritable bombe à retardement. Regardez. C'est recyclable tous ces emballages plastiques ? Pas sûr. On ne peut pas recycler à l'infini. Chaque année en France, 100 milliards de produits en plastique jetables sont mis sur le marché et 900 000 tonnes de ces déchets sont finalement enfouis sans être recyclés. Le gouvernement a programmé la fin du plastique à usage unique pour 2040 et un objectif de 100% de plastique recyclé à l'horizon 2025.
Hélas, le tout recyclé, on en est loin. Aujourd'hui, seulement 24% des matières plastiques sont effectivement recyclées. En cause, des raisons économiques. Le plastique recyclé n'est pas compétitif. Des raisons techniques. Nombre de plastiques ne sont toujours pas du tout recyclables. Et pour d'autres, il faut réinjecter du plastique pour leur donner une nouvelle vie. Enfin, les freins sont aussi réglementaires. Ils empêchent notamment le recyclage d'anciens produits fabriqués avec des substances désormais interdites. Bref, le tout recyclage n'est pas un miracle, mais un mirage qui a comme effet pervers d'entretenir un système de surconsommation. La solution, c'est de ne pas créer de déchets plastiques du tout et d'en finir bel et bien avec la culture du tout jetable. Chiche! C'est un sacré défi qui nous attend là. Pour en parler, Romain Troublé, bonjour, vous êtes le directeur général de la fondation Tara Océan. Bonjour. Et Marie-Thérèse Guillaume. Tout à l'heure, on parlera de votre association Cassiopée qui vient en aide aux aidants qui s'occupent de proches en perte d'autonomie. Bonjour à tous les deux. Alors d'abord, pour commencer, Romain Troublé, comment le plastique est arrivé dans nos vies ? Le plastique est arrivé dans nos vies il y a une soixantaine d'années, années 50 par là-bas, par là. À l'époque, c'était un formidable produit, un produit matériau pour produire des biens de consommation. Hein. Et c'est petit à petit qu'il est devenu une matière d'emballage et qu'on s'en est servi, de façon jetable en fait. Très tardivement en fait, c'est quand on a arrêté de produire localement et de consommer localement, qu'on a commencé à exporter dans le monde, à faire des hypermarchés, etc., qu'on a commencé à avoir besoin d'emballage et donc le plastique était le moins cher. Et le plastique, on en trouve partout aujourd'hui. Même sur ce plateau, j'imagine qu'on est entouré de plastique. Bien sûr, le plastique. On ne s'en rend pas bien compte de ça. Il y en a partout dans nos vies, bien sûr, et c'est indispensable. En vrai, on pourrait. Comment ferait-on si on n'avait pas cette matériau aujourd'hui pour vivre, ça c'est que pour vivre en fait. Donc, le plastique en soi, c'est pas vraiment ça le combat. Je pense que le combat, c'est le plastique qu'on utilise très peu de temps et qui met des années à se dégrader. Celui qu'on recycle pas, celui qu'on jette dans la nature et qui finit dans l'environnement et qui à la fin nous revient dans l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire et ce qu'on mange. On va y revenir tout à l'heure. La goélette Tara parcourt la planète depuis 10 ans. Votre dernière expédition était consacrée au plastique. Comment elle s'est déroulée, cette expédition ? Écoutez, ça fait effectivement une quinzaine d'années que Tara vogue à travers la planète et ça fait 10 ans qu'on regarde le plastique partout où on va. On met des filets à l'eau, comme vous pouvez voir à l'image, et on collecte un peu en surface qu'on peut trouver comme plastique et comme organisme aussi. Parce qu'on est surtout là pour ceux qui s'intéressent à la biodiversité marine. Et ce plastique, on le trouve partout, en fait. Et le constat qu'on a fait au bout de 10 ans, c'est que finalement, on a en mer le stock de plastique qu'on a mis depuis des décennies. Mais quel est le flux ? D'où ça vient ? Et c'est pour ça qu'en 2019, la Fondation et les chercheurs du CNRS, on s'est intéressé à aller remonter les fleuves d'Europe. 10 fleuves en Europe qui ont été remontés sur 40-50 km, en amont de Londres, par exemple, en amont de Hambourg, en amont de Rouen, en France, pour essayer de comprendre ce qui sortait, en fait. Et vous avez récupéré 3000 sortes de plastique, c'est ça ? C'est ce que vous m'expliquiez ? Non, on a récupéré 3000 échantillons, et sur les 3000 échantillons, tous les échantillons avaient du plastique dedans. Et je vous parle de plastique microscopique que vous pouvez voir à l'image, c'est vraiment des microplastiques qu'on observe. Et avant, on les trouvait en mer, on ne pensait pas les trouver en amont des rivières, on pensait que ça se fragmentait plus tard. Et le constat de l'année dernière, c'est que ces microplastiques, on les trouve en amont de villes comme Londres, comme Rouen. Comme Hambourg, vous disiez. Dès le début, en fait. Il y a une fuite de plastique dans la nature qui commence très très tôt dans les bassins versants. Alors il y a ce chiffre, 9 milliards de tonnes produites depuis que le plastique existe, selon une étude de Science Advance. À peine 1 milliard sont recyclés. Pourquoi le plastique est si peu recyclable ? Le plastique n'a jamais été conçu pour être recyclé. Et donc, dans le monde aujourd'hui, il y a une vingtaine de matières plastiques différentes. Toutes ne sont pas recyclables, déjà. Et puis, surtout, il y a plein de plastiques différents parce que chaque plastique a plus ou moins de molécules dedans qui permettent de le rendre étirable, transparent, coloré, dur, souple. Et ça fait des cocktails qui ne sont pas recyclables, en fait. Il n'y a que la matière pure qui est recyclable. Alors, je vous propose à présent d'écouter cette question de Constance. Bonjour, je m'appelle Constance, j'ai 20 ans et je vais souvent faire des courses dans des enseignes bio ou non. Et j'ai remarqué que tous les produits bio étaient emballés dans du plastique, ce qui me semble contradictoire, puisqu'on fait du bio pour que ce soit meilleur pour le corps et l'environnement, et pourtant on l'emballe dans du plastique qui, on le sait, est nocif à la fois pour le corps et pour l'environnement. Pourquoi continuer aujourd'hui à emballer dans du plastique en sachant qu'il existe peut-être d'autres façons plus écologiques de transporter et d'emballer les produits ? Romain Troublé, qu'est-ce qu'on répond à Constance ?
Pourquoi on ne remplace pas le plastique par d'autres matériaux? Constance, c'est un chantier énorme. Et là, vous parlez d'un problème qui est une norme européenne, en fait, qui dit qu'on doit séparer les produits bio des autres produits qui ne sont pas bio parce qu'ils sont contaminés par d'autres substances. Et donc, pour qu'ils soient bio, il faut que ça soit protégé. Donc aujourd'hui, le moins cher, c'est le plastique qu'on a dans les mains. Mais les alternatives comme aujourd'hui pour les consommateurs, en tout cas, c'est d'aller dans des lieux où on se sert, où on a du vrac et chacun vient avec son récipient. Et c'est du bio, bien sûr, parce que tout est bio dans ces magasins-là. Et donc, voilà. Mais le bio est plus cher. Il y a d'autres enjeux aussi sociétaux qui sont derrière. Alors, la Bretagne est souvent citée comme championne du tri en France. Pourquoi on communique tant sur le tri alors qu'on sait que ce qu'on envoie, qu'on envoie dans d'autres pays lointains, n'est pas recyclé, en fait? Non, il y a très peu qui sont recyclés en France. Il y a le tri est indispensable parce que c'est par le tri qu'on essaie de créer des gisements, on appelle ça comme ça, beaucoup de matière d'un seul coup pour pouvoir créer des filières. Malheureusement, le tri qu'on fait en France, il n'est pas assez sélectif. Vous prenez le Japon, par exemple, il y a 5 poubelles dans chaque maison. En France, on en a 2, et parfois 3, comme à Lorient, pour les déchets organiques. Mais c'est très rare. En fait, pour que ce soit recyclable, il ne faut pas qu'il y ait trop de manipulation en aval de votre tri. Si on a besoin d'avoir de machines de tri qui séparent, etc., en fait, ce n'est pas viable économiquement et le plastique recyclé est trop cher et donc il ne se vend pas. Donc il y a encore du chemin à faire, c'est ce que vous nous dites. Il faut trier davantage, il faut purifier un peu davantage. Alors on va regarder maintenant ce reportage de Corentin Bellard. Comme votre fondation Tara, que vous dirigez, Romain, d'autres skippers se mobilisent contre les déchets plastiques. Regardez. La Bretagne totalise 1772 km de côte. C'est la région de France qui en compte le plus. Elle est donc historiquement tournée vers le large et aujourd'hui, des Bretonnes et des Bretons se mobilisent contre le plus important fléau des mers, la pollution au plastique. Plus de 8 millions de tonnes se déversent chaque année dans nos océans et en se dégradant, ces déchets se transforment en microplastiques qui s'infiltrent partout, jusque dans les organismes vivants. Et si l'on se retrouve ici à la Cité de la Voile, c'est parce que le monde de la course au large se mobilise pour cette cause. Comme le skipper Fabrice Amédéo, il avait installé des sondes aux microplastiques sur son bateau. Je l'avais rencontré début juin. Après une carrière de journaliste, Fabrice Amédéo est devenu skipper professionnel en 2015. 5 ans plus tard, il a décidé de se mobiliser contre la pollution des océans. Aujourd'hui, quand on est marin, on ne peut plus faire comme si de rien n'était parce que c'est vraiment devenu un sujet très prégnant pour notre société. Et nous-mêmes, on voit la situation se dégrader quand on navigue. Et donc voilà, j'ai décidé de naviguer utilement et de mettre finalement mon bateau à disposition de la science, puisqu'on a toute une communauté scientifique qui nous suit et qui récupère les données qui émanent de mon bateau. Fabrice a inauguré ses sondes lors de la Vendée Arctique au mois de juillet. Les filtres installés hier. Donc là on voit qu'il y a des petits dépôts. Les scientifiques nous diront et analyseront, ils diront si c'est du microplastique. De retour à terre, les filtres sont envoyés à l'Ifremer, non loin de Brest. Les scientifiques analysent les premiers échantillons. Pouvoir collecter pendant une course au large, c'est une grande première pour les chercheurs. Ça va bien. T'as les échantillons de Fabrice? Oui, je suis en train de les analyser. Donc on va avoir accès en fait à des zones sur lesquelles on n'allait pas, qui étaient des zones complètement inexplorées. Donc on va avoir en fait une sorte d'état des lieux, un peu de la pollution plastique à un moment donné, donc de novembre jusqu'à janvier, pendant le temps de la course. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très stimulant et de très nouveau. La plupart des travaux concernent aujourd'hui les zones côtières. Avec 17 autres partenaires français et britanniques, l'Ifremer participera sur 3 ans au projet Preventing Plastic Pollution. Il vise à collecter les données sur la pollution de 7 sites autour de la Manche et en Bretagne sont concernés la rade de Brest et la baie de Douarnenez. Mais l'Ifremer n'est pas le seul institut à travailler sur la question du plastique dans les océans. Avec l'Orient comme port d'attache, voilà 14 ans que le bateau Tara explore le monde. Depuis sa 3e expédition, la fondation Tara Océan s'intéresse aux microplastiques. En 2014, la goélette passe 7 mois sur la Méditerranée, l'une des mers les plus polluées de la planète. Et l'an dernier, elle s'infiltre dans plusieurs grands fleuves du continent. La Tamise, l'Elbe, le Tibre ou encore la Seine. L'idée, remonter à la source des pollutions. Corentin parlait de votre expédition Tara. D'où viennent précisément ces plastiques que l'on retrouve en mer? C'est parce qu'on les jette ou parce que finalement ils ne sont pas recyclés, donc de fil en aiguille se retrouvent dans la mer?
C'est un peu la question qui tue, j'ai envie de dire. Tout l'enjeu de savoir est la source de ces plastiques, en fait. Par où ils passent, par quels canaux, par quels médias ils arrivent entre notre quotidien, notre cuisine, finalement, notre consommation, finalement, ou l'industrie, même, parfois, directement, dans les cours d'eau, dans les ruisseaux. Et c'est ça le sujet. Et c'est important de comprendre ça, parce que c'est quand on a compris ça, qu'on saura où il faut mettre de l'investissement pour essayer d'arrêter ces fuites-là. Aujourd'hui, l'Europe... Et on estime qu'elle est le deuxième contributeur mondial à la pollution plastique des océans, après l'Asie. Alors le gouvernement a annoncé fin décembre la fin des emballages plastiques à usage unique en 2040, impliquant tous les emballages alimentaires, les flacons et bouteilles. Est-ce que cette annonce est suffisante? Est-ce que c'est ça qui va permettre d'arrêter la pollution avec le plastique? Je peux vous dire déjà que c'est un sacré challenge, un sacré défi pour les industries, parce que 2040, à leur échelle, à eux, c'est demain. Et que demain, ça va être compliqué de tout supprimer, de tout remplacer par quoi. Tout ça est un peu compliqué. Il y a des plastiques qu'il faut se débarrasser, qui sont toxiques. Ça, là-dessus, il faut qu'on avance. Il y a des plastiques qui servent très longtemps. Là, on peut imaginer des bioplastiques, des matériaux qui peuvent... Mais sur les plastiques à usage unique, il y a un vrai enjeu de comment on remplace et par quoi. Et là, il y a beaucoup de travail à faire sur la recherche, sur les usages, sur les comportements dans la société, la consommation de tous. Et finalement, la fin du plastique, c'est un combat qui reste utopiste, selon vous? Je crois que c'est pas utopiste. Je crois qu'il faut toujours essayer de faire mieux. Moins de plastique demain sera mieux que plus de plastique demain. Il faut d'abord réduire, évidemment, il faut réduire nos consommations. Et quand on ne se rend pas compte, quand on va acheter des choses au supermarché, on fait un choix. Et d'avoir en tête, se dire, est-ce que je prends le produit qui a le plus de plastique ou moins de plastique? En plus de faire le choix de savoir si je prends le bon produit ou le mauvais produit, c'est un autre critère de choix qu'il faut qu'on intègre aussi nous en tant que consommateurs, mais le consommateur ne fera pas tout. Si l'industrie ne change pas sa pratique et de proposer autre chose aux consommateurs, on n'aura pas d'échelle, on ne sera pas à l'échelle de ce qu'il faut faire. Marie-Thérèse Guillem, ça vous parle le discours de Romain Troublé? Alors, les emballages, quand on fait les courses, oui, c'est clair. Quand on rentre avec tout un caddie et quand on enlève tout, oui, c'est évident que c'est beaucoup. Et c'est peut-être aussi un peu, dans les familles, un peu la facilité. Il faudrait qu'on s'investisse un peu plus. On ne dira jamais assez. Il faut consommer moins. Il nous reste une poignée de secondes de Romain Troublé. C'est quoi les prochains projets pour la goélette Tara? Au moment où je vous parle, Tara est en mer depuis un mois déjà et se dirige vers l'Antarctique, vers la Patagonie. D'accord. On a commencé une mission de 2 ans qui va s'intéresser au microbiome marin, tout ce qui est les microbes de la mer qui sont indispensables à des grands équilibres planétaires et à ce qui les affecte. Le plastique est un des stress qui affecte ces écosystèmes, mais aussi le changement climatique, le réchauffement climatique, la température de l'eau affecte tout ça. Et donc on va essayer de mieux comprendre comment tous ces micro-organismes vont évoluer dans le temps avec les changements en cours et comment ils se comportent tous les jours pour nous fournir de l'oxygène, pour stocker du CO2 et pour produire de la matière première pour les poissons. L'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup Romain Troublé pour votre éclairage. Dans quelques minutes, dans notre rubrique Emploi, il sera question des couturières industrielles. Ça tombe bien, Evan s'est rendu dans les coulisses de l'entreprise Minor à Guidel. Et oui, c'est depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de chanter la chanson « J'ai touché le fond de la piscine dans mon petit pull marine » parce qu'il est trop beau ce nouveau pull. Bref, c'était le moment musical de l'émission. Sylvain, reprenons où on en étions tout à l'heure. On parlait justement de la fabrication ici même à Guidel dans la bonnetterie Le Mineur. Et ici, tout part d'un fil. Vous ne recevez pas les tissus tout prêts, vous les tricotez ici sur place. Absolument, Evan. Nous, on part du fil et on le tricote. Donc on achète du fil et ensuite on va le transformer pour la laine en panneaux de laine qui ensuite seront coupés et confectionnés. Et pour le tissu, on va le voir, on fabrique notre tissu nous-mêmes. Et c'est important de le dire parce que c'est assez rare d'internaliser à ce point la fabrication. Et nous, on y tient et on fait en sorte que ça reste ici. Alors justement, cette machine, par exemple, elle fait des grands pans unis. C'est ça? Alors ici, on est effectivement sur la fabrication d'un pull marin classique. Donc on a une machine qui tricote en rectiligne. Et qui va tricoter une manche droite, une manche gauche, un devant, un dos, avec une programmation informatique. Alors oui, on en parlera après, mais là quand même ce qui est assez sympa, c'est qu'on voit les bobines de fil, la machine tricote, et à nos pieds tombe, ça va quand même plus vite que ma grand-mère quand elle tricote. Ça va un peu plus vite, on a un peu industrialisé les choses, et donc on a ces panneaux qui viennent ici descendre. Donc on voit ici un grand panneau qui va être un corps, en bas duquel il y a un bord-côte.
Donc voilà, alors ici c'est quelque chose d'assez rudimentaire, d'assez simple, mais on peut en maille aller beaucoup plus loin en termes de dessin, de création, d'épaisseur de maille et tout ça. Ah bah justement, dans la ligne juste en face de nous, si je ne m'abuse, vous êtes en train de faire des rayures. Ah bah voilà, on les voit là. Exactement, on est sur... vous voyez, c'est ça qui sort de la machine. Donc ça, c'est le fameux corps. Et donc on a un corps qui est uni aux épaules et sur le torse, et ensuite rayé sur une partie du corps. Et donc ça, c'est un de nos pulls marins traditionnels qu'on fait depuis des années et des années, en pure laine vierge. Et donc on le tricote sur ces machines où on a programmé ce dessin. Programmé à partir de la petite console qui est trop loin, mais Fabrice va vous la montrer, voilà. Alors c'est effectivement une programmation assez rudimentaire, mais qui permet en fait de vraiment développer en termes de mailles quantité de création possible. Alors bien sûr avec des rayures, mais aussi avec des unis et des jeux de mailles. Comme ici sur votre pull, vous avez en fait un jacquard sur lequel on est venu positionner un texte. Et donc ça, c'est possible grâce à la programmation. Et alors, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, j'avais vraiment très envie de vous montrer une machine assez dingue. Vous allez nous expliquer un petit peu sa particularité, Sylvain, mais cette machine, elle est hyper ancienne et elle est fun à regarder. Effectivement, c'est une machine qui a 40 ans, qui est entièrement mécanique. Donc là, pas d'informatique. Et c'est important, moi j'aime bien la montrer, on fait parfois des visites d'usine. Ça permet de comprendre qu'en fait, derrière la fabrication d'une marinière, il y a d'abord, chez nous, la fabrication du tissu. Donc c'est une tricoteuse circulaire. Donc on va fabriquer un tube de tissu. Et ce tube de tissu, comme pour les autres machines à tricoter, on peut faire quantité de création. Des positionnements de rayures différentes, des rayures plus ou moins larges. Combien de mètres est-ce que vous faites par jour? Avec ça, on fait 200 mètres par jour sur une seule machine. Bon bah Nfanté, maintenant je vais te laisser nous présenter le métier de couturière et puis on se retrouve tout à l'heure pour vraiment rencontrer de vraies couturières et voir comment elles travaillent ici à la Bonneterie Le Mineur. À tout à l'heure. Merci Eval. C'est justement un métier qui n'a pas pris une ride. Voici le portrait de Florence. Voilà, ça ferme le col, comme ça fait un col bien rond, bien fermé. Je m'appelle Florence Goetz, j'ai 37 ans. Et je suis opératrice en confection et ça va faire bientôt 2 ans. Tous les jours, on confectionne de nouveaux articles. Donc ça peut être des fois le même pendant une semaine ou on peut changer même tous les jours. Donc là, je suis en train de fermer la 2e épaule du t-shirt pour qu'après mes collègues puissent monter les manches. À la maison, je ne fais pas de couture, je ne répare pas les pantalons de mes filles, les chaussettes de mon mari. Non, du tout, je ne suis pas passionnée de couture en dehors de mon métier, en fait. C'est venu comme ça. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit que c'était le moment de changer. Je pense que j'avais 35 ans, c'était le bon cap. Et j'ai dit, je me lance et on verra bien. Et donc ça a marché, donc je suis restée, voilà. Tiens Aurélie, c'est le bac qui va avec tes manches. Ce matin, j'ai fait les premières épaules avant de pouvoir donner derrière moi pour faire le colletage. Alors après, chacune a un poste un peu défini. On s'aide dès qu'il y a besoin. Si on voit que quelqu'un a besoin d'un coup de main pour que ça avance plus vite la journée, on va s'entraider. Quand je suis sur la machine, je ne peux pas lever la tête. Non, c'est pas possible. Donc il faut vraiment être fixé sur ce qu'on est en train de faire et utiliser nos doigts. C'est nos doigts et nos yeux en fait pour la journée complète. Quand on voit notre petit chiffre affiché au tableau, où c'est marqué 70% et que c'est marqué réussi 71%, on se dit ça y est, la journée c'est bon, elle est faite. Donc des fois oui, on a nos petites fiertés alors personnelles et puis d'équipe bien sûr. Alors personne ne le sait que c'est nous qui l'avons fait, mais nous on le sait. Donc quand on voit l'article en boutique ou en vente sur internet. Et en plus, toujours en France, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc oui, j'avoue que c'est gratifiant de se dire qu'en France, on peut encore faire des vêtements. Opératrice de confection, effectivement, ça fait partie de la magie. C'est les petites mains qui sont derrière les vêtements et comme par magie, hop, il arrive dans les boutiques. C'était le métier d'opératrice de confection. Pour en savoir plus sur ce métier et ses débouchés, Adeline André nous a rejoint à distance. Bonjour Adeline, vous êtes conseillère Pôle emploi à Fougères. Alors rappelez-nous rapidement les différentes missions de la couturière industrielle. Alors les principales missions en fait, d'un couturier, ça va être premièrement de préparer, utiliser
une machine et aussi de mettre en place des fournitures et de suivre les indications d'une fiche technique. Voilà. Et quelles sont les formations qui existent pour exercer ce métier? Alors les deux principales formations, ça va être le CAP métier de la mode et le CAP prêt-à-porter. Mais aussi, il y a des possibilités de travailler directement sans avoir la formation adéquate par des tests de recrutement. Et quelles sont les qualités humaines qui serviront d'atout pour ceux qui souhaitent se lancer dans cette voie professionnelle? Alors pour ce métier-là, il y a surtout en fait la minutie et la dextérité qui peuvent être mis en avant. Donc c'est des métiers, voilà, faut être très minutieux. Et en fait, ces deux compétences, elles peuvent être en fait mises en exergue, notamment lors des recrutements. Donc lors des MRS, les méthodes de recrutement par simulation, qu'on effectue actuellement sur le territoire de Fougères, notamment dans les recrutements. Et dans quel type de structure peut-on être amené à travailler? Alors, ça va être principalement du coup des entreprises de fabrication d'articles textiles en cuir et autres matériaux souples et de manufacture de confection textile. Donc, c'est souvent en atelier de production et parfois à domicile. Et quelles sont les offres d'emploi disponibles en Bretagne, Adeline? Alors, en ce moment, il y a à peu près en fait 150 postes à pourvoir sur le territoire de l'île-Vilaine, donc sur poste de couturier industriel. Les offres sont sur pôle emploi.fr et en fait il y a des recrutements en fait par MRS, donc méthode de recrutement par simulation, pour les demandeurs d'emploi qui souhaitent postuler directement sur les offres. Et rapidement, quels sont les salaires dans la profession? Il nous reste quelques secondes. Alors ça va être principalement autour du SMIC, mais après il y a des possibilités d'évolution de carrière au sein d'entreprises. Merci beaucoup Adeline pour toutes ces précisions. On passe maintenant à notre volet solidarité. On les appelle les aidants, ces femmes et ces hommes qui accompagnent et soutiennent des proches en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Dans notre boîte à aider, on vous propose d'aider justement les aidants. Je m'en sors pas avec maman, c'est trop dur. Fais-toi aider, reste pas seul. Vous aidez un proche qui est malade ou dépendant et vous avez des difficultés pour assumer cette charge, alors pourquoi ne pas participer à un café des aidants? Les cafés des aidants sont des lieux de rencontre, d'échange et d'information animés par un travailleur social et un psychologue ayant une expertise sur la question des aidants. Moments chaleureux et convivial, les rencontres ont lieu une fois par mois. Elles sont gratuites et ouvertes à tous les aidants, quel que soit l'âge ou le type de dépendance de leurs proches. Pour trouver un café des aidants proche de chez vous, consultez le site de l'Association française des aidants, aidants au pluriel.fr. Josette s'occupe de sa mère victime d'Alzheimer et participer à ces rencontres lui fait beaucoup de bien. En tant qu'aidant, on n'est pas aidé, très peu. Souvent, on est délaissé par la famille. Chose qui est vraiment insupportable quelquefois, mais bon, on pallie à tout ça. Le café des aidants nous apporte énormément. Ce sont des réunions très instructives et c'est vrai qu'on se sent moins seul. Si vous voulez à votre tour aider les aidants, rejoignez l'association. Vous participerez à l'organisation de leurs événements, randonnées, vide-greniers. Vous pourrez aussi proposer des ateliers créatifs. Et justement, en Bretagne, votre association Cassiopée Marie-Thérèse Guillaume a ouvert en 2016. C'est la première maison des aidants en Bretagne à Caudan, dont vous êtes co-responsable. Des témoignages comme Josette que l'on vient d'entendre, vous en entendez beaucoup? Oui. Les gens, lorsqu'ils arrivent à la maison des aidants, au premier rendez-vous, on entend effectivement la souffrance psychologique des personnes. On ressent leur isolement, leur épuisement. Ils sont souvent dans une situation d'épuisement très, très avancée. Et souvent, ils viennent parce qu'ils ont été dirigés par exemple, le centre de mémoire du secteur, mais sans même savoir, au fond, ce qu'ils viennent chercher. C'est vraiment des gens qui viennent épuisés. Et qu'est-ce qui freine les aidants à solliciter de l'aide extérieure? Parce que, justement, ils sont isolés,
Et ils ont beaucoup de freins parce qu'ils ont de la culpabilité à venir solliciter de l'aide, parce qu'ils considèrent que c'est leur rôle, en plus d'aider leurs proches, mais en même temps, ils n'ont pas tellement conscience d'être aidants. Donc, parfois, ils ne le savent pas, en tout cas qu'ils ont ce statut-là d'aidant. Non, tout à fait. D'accord. Et dans le parcours qu'on peut nous leur proposer, petit à petit, oui, ils prennent conscience, ils se sentent reconnus en fait dans ce rôle. Alors, vous suivez actuellement 70 aidants, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'atelier ou comme type d'accompagnement dans votre maison? Alors, on propose plusieurs choses. Des ateliers collectifs où il y a de la sophrologie, de la gym douce, de la création artistique, du chant. Ils apprécient beaucoup le chant. Et puis aussi des ateliers individuels où là, c'est donc des rendez-vous avec des psychologues, de la réflexologie, du massage. Et puis, il y a l'accompagnement social aussi. Et qui en fait consiste à beaucoup d'écoute, des conseils, des informations, de l'aide aux démarches, du suivi de dossiers. Et tout ça en fait se combine et les aidants ils vont eux-mêmes plutôt vers des ateliers ou vers directement l'accompagnement. Mais en tout cas, ils se créent dans ce lieu qui est quand même un lieu qui a été choisi, un lieu... Il y a un jardin. Voilà, ou une relation de confiance avec eux qui fait qu'en fait on peut les accompagner pendant la progression de la maladie. Il y a tout un tas d'étapes à franchir et de les aider à ça. Vous organisez aussi beaucoup de moments conviviaux pour créer un peu, ramener la vie aussi parfois. Oui, tout à fait. Tout est les repas annuels, des galettes, etc. Et on fait aussi des sorties aidants, comme on le voit sur cette image, où effectivement tous se retrouvent ensemble et participent avec d'autres à des moments privilégiés, en fait. Et quels sont les profils de ces aidants? Ils ont quel âge à peu près? Ils sont conjoints, enfants? La majorité, ce sont des femmes de plus de 60 ans qui accompagnent leurs conjoints ou leur famille, en fait. La personne aidée à la maison, c'est avant tout des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées, en fait. Et j'imagine qu'avec le confinement, ça n'a pas été une période facile pour les aidants? Non. Alors, la maison s'est adapté son activité. Donc, on est indépendant, on est assez petit, donc on a beaucoup de souplesse. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est des rendez-vous téléphoniques avec les psychologues qui, eux, nous ont apporté quand même des situations de crise profonde. On a fait beaucoup de soutien, téléphonique, d'écoute, des visites à domicile. On a fait aussi des courses parce que les aidants avaient peur de sortir, avaient peur d'être contaminés, de contaminer leurs proches. On a mis aussi une ludothèque ambulante, on apportait des jeux. Et la situation était très difficile parce que certains aidés sont accueillis en accueil de jour, ce qui soulage un peu, qui donne du répit aux aidants. Et là, les accueils de jour étaient fermés. Donc, ils se sont retrouvés vraiment sans contact extérieur. Et la difficulté aussi de ne pas pouvoir toucher ou se rendre en EHPAD pour voir la personne aidée. Et certains aussi ont perdu leurs proches pendant cette période. Parce que les aidants, on poursuit en fait l'accompagnement après l'entrée de l'aidé en EHPAD, parce que la situation n'est pas forcément facile, et aussi après le décès pour ceux qui le souhaitent. En fait. Et pendant le Covid aussi, ce qu'il faut voir, c'est que ces personnes malades n'avaient pas conscience en fait de ce qui se passait. Et par contre ressentaient beaucoup d'angoisse voyant la modification de la situation. Et à ceux qui nous regardent et qui n'osent pas demander de l'aide et qui s'occupent d'un proche, qu'est-ce que vous leur diriez? Il nous reste quelques secondes. Alors, il faut qu'ils viennent, ils rencontreront d'autres aidants, parce que ça aussi, c'est l'intérêt de la maison, c'est qu'ils sont entre eux, ils peuvent échanger sans être jugés, et donc il faut qu'ils viennent. Et comment vous sollicitent rapidement? Alors, comment on nous sollicite? On est présent dans toutes les institutions qui peuvent donner de l'information. Et puis, on peut nous appeler, bien sûr. Et à www.cassiope.com. Voilà. Et on accueille sans rendez-vous. Il y a des permanences. Ils peuvent venir sans rendez-vous. On est là. Merci beaucoup, Marie-Thérèse, d'être venue témoigner sur notre plateau. Allez, on part retrouver Evan, qui est à l'entreprise Minor aujourd'hui à Guidel.
Et tout à l'heure, Anne Fantet, tu nous parlais du métier de couturière industrielle. Et bien ici, il y en a plus d'une, si j'ai bien compté, presque une quinzaine. Qu'est-ce qui s'est passé, Sylvain, entre la salle où on a vu le tricotage de la maille et cette salle? Quelles ont été les étapes? Alors ici, il y a une étape qu'on n'a pas vue, c'est la coupe. Donc le fil est tricoté, donc transformé en tissu ou en panneaux de laine, qui sont coupés en forme de manière manuelle, parce qu'en fait c'est de la maille, et souvent c'est de la maille rayée. Donc du coup on est obligé de la manipuler de manière manuelle. Donc et puis il faut aligner les rayures entre la face avant et la face arrière. Exactement, ça c'est un diktat de la mode qui nous impose effectivement cette manipulation manuelle très fine. Et donc on est vraiment à la coupe entre artisanat et industrie. Et ensuite, une fois que c'est coupé, donc on prépare, les coupeuses préparent des kits de vêtements à monter avec deux manches, deux devant, un devant, un dos, etc. Et les vêtements n'ont plus qu'à être montés ici à l'atelier de confection. Alors ici, on a mis en exemple un pull qui a une belle histoire. Vous allez nous le raconter? Alors c'est un très beau pull qui plaît beaucoup. Je vais le tenir. Merci Evan. Qui est un vêtement technique là aussi. Donc on a une maille resserrée, une côte qui vient s'adapter à votre morphologie. Corps d'Apollon. Absolument, qui vous donne un corps d'Apollon, exactement. Des empiècements aux épaules et des épaulettes. Alors certains l'auront sans doute reconnu. Ça fait carrément militaire. C'est le pull de la Marine nationale qu'on a fabriqué pour la Marine pendant 50 ans et que désormais on fabrique sous notre marque et qui plaît beaucoup parce qu'il est résistant, il est solide, comme tous nos vêtements. Et alors justement, tout à l'heure, on parlait de la formation dans le domaine du textile en France. Est-ce que c'est un savoir-faire qu'on a encore? Est-ce qu'on arrive encore à former des couturières, des couturiers? Alors non, Evan, malheureusement, il y a de moins en moins d'écoles de couture. Donc c'est compliqué de recruter du personnel pour faire toute notre confection qu'on tient absolument à garder ici. Alors comment on fait? On forme sur site, donc au poste, des couturières. On vient d'embaucher 12 personnes, alors pas seulement à la couture mais aussi au tricotage qu'on a vu et à la coupe en interne. C'est-à-dire qu'on a embauché 12 personnes qui sont en poste et qui sont formées par un institut de formation extérieur et par notre personnel sachant. Et pendant combien de temps? Et pendant 8 mois, c'est une formation de 8 mois, vraiment au poste. Et ce sont des formations que tout un chacun peut faire financer par exemple par Pôle emploi? Alors, c'est des dispositifs qu'on monte en étant aidés par Pôle emploi. L'entreprise est aidée par Pôle emploi et la région Bretagne qui nous accompagne beaucoup là-dessus. Donc on a embauché 12 personnes entre 2019 et 2020 et là on réembauche 12 personnes sous ce format-là. C'est des formations groupées, mais si ça intéresse des gens, il ne faut pas hésiter à nous envoyer des CV et à nous contacter. Bon bah voilà, le message est passé. Et puis pour finir, vous avez aussi représenté le Morbihan l'année dernière à une exposition sur le fabriqué en France qui avait été organisée à l'Elysée. Racontez-nous un peu cette expérience, ça a dû être une fierté pour vous. Alors c'est une très très grande fierté. En 2020, en fait, il y a deux choses qui se sont passées, qui ont mis en lumière les savoir-faire industriels français et dont on est très content. C'est cette exposition qui était la première exposition du fabriqué en France organisée à l'Elysée. Donc nous, on représentait le Morbihan, chaque département était représenté. On représentait le Morbihan avec un pull traditionnel qu'on fait donc depuis bientôt 100 ans, qui est un pull marin écru avec des rayures bleu marine. Et donc on était aux côtés d'autres industriels français, notamment Guy Cotten. Une centaine quasiment, ouais, Effectivement. Et donc grande fierté effectivement de pouvoir représenter notre département, de pouvoir montrer nos savoir-faire et de pouvoir être exposé dans un lieu qui en fait est magnifique. Bon bah ça c'était la classe, félicitations en tout cas, félicitations à toutes les équipes, merci pour la visite. Avec et plaisir. puis vous pouvez évidemment retrouver tous les vêtements de Le Mineur en boutique ici à Guidel, à Paris, sur leur site internet. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, puis je vais aussi rendre mon pull. Allez à toi une fantaisie. C'est bien de le rendre. Merci beaucoup Evan, merci à Romain Troublé et Marie-Thérèse Guillaume d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité chaque matin devant votre poste pour Ensemble c'est mieux. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne et à demain. Hey, hey.